Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane Gallo, je suis consultant, coach, conseil chez Chronos. Merci beaucoup pour votre présence, pour assister à ce webinaire. C'est parti, le thème de ce webinaire, la clé de la performance durable, l'alignement de l'entreprise sur ses valeurs. Crise de valeurs. Quand nous parlons de valeurs aujourd'hui, une question se pose. Nos valeurs sont-elles en crise? De nombreux débats publics alimentent un discours assez alarmiste sur la transformation sociale actuelle, centré sur l'idée d'une crise des valeurs politiques, morales, sociales, notamment que la montée de l'individualisme aurait vaincu les valeurs partagées. Une enquête justement intitulée Valeurs a été menée entre 1981 et 2018 par European Value Study, notamment sur le territoire métropolitain, mais d'une manière plus large aussi sur l'Europe, et dont les conclusions sont exposées dans le livre que vous pouvez voir sur la droite, La France des valeurs. Elles mettent clairement en évidence le contraire. En fait, l'individualisme, c'est-à-dire ce culte du chacun pour soi, ne progresse pas particulièrement en France. Par contre, l'individualisation en lien avec la culture du choix, la capacité à orienter son action sans être contrôlé et contraint, renforce considérablement ce besoin individuel d'autonomie. Dans les domaines familiaux, politiques et religieux et autres, chacun cherche à s'émanciper par rapport aux cadres sociaux traditionnels pour exister tel qu'il est ou devient dans un rapport le plus positif à soi-même. Dans ce webinaire, nous allons explorer les conséquences de cette dynamique d'individualisation et de ce besoin d'autonomie et étudier de quelle manière l'organisation et l'individu peuvent tirer parti de celle-ci au service de la performance durable. Le plan, trois parties dans ce webinaire. Une première partie, un peu plus de cadrage et de définition. De quoi parlons-nous quand nous parlons de culture et de valeurs et quel est le lien avec la performance dans une organisation. Une deuxième partie consacrée plus le management par les valeurs dans une approche qui est collective, une approche qui est systémique sur l'organisation, quel est le processus, quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour le management par les valeurs. Et puis une troisième partie qui sera un peu plus individuelle, c'est une approche individuelle que j'ai intitulée complétude et cohérence. C'est-à-dire que quel est le changement pour nous dans notre posture et en poussant un tout petit peu plus loin et pour aborder un thème qui arrive progressivement, notamment en France, qui s'appelle le leadership spirituel. Mais commençons. Culture et valeurs. Pourquoi en parlons-nous? Les valeurs sont un concept central des sciences sociales depuis leur origine. Pour Émile Durkheim, comme pour Max Weber, les premiers sociologues, les valeurs sont fondamentales pour expliquer l'organisation et le changement au niveau de la société comme à celui des individus. On les utilise pour les caractériser, pour suivre le changement au cours du temps et pour expliquer les motivations de base qui sous-tendent les attitudes et les comportements. Voyons ensemble quelques causes de la mise en avant des valeurs sur les dernières décennies. Tout d'abord, par le développement des systèmes démocratiques dans le monde, qui consécutivement fait évoluer les besoins et les attentes dans la sphère sociétale, et notamment dans les organisations, avec une demande de plus d'expression, plus de co-construction, de collaborative, de subsidiarité, de responsabilité, et sur un plan général, d'autonomie à tout niveau. Vous voyez dans la courbe qui est présentée sur le graphique, cette montée en fait des systèmes démocratiques qui est représentée par la partie verte qui est de plus en plus forte au cours du XXe siècle. À la suite, la deuxième cause sur laquelle, pourquoi je vous parle de valeurs aujourd'hui, c'est l'évolution de la conscience humaine. Et pour ça, je vais reprendre le concept de spirale dynamique qui a été élaboré par Clark Grave et popularisé par Don Beck et Chris Cowan. C'est un modèle psychosociologique qui met en lumière comment les individus comme les sociétés évoluent en passant par une série ordonnée de stades,
caractérisés chacun par un système de valeurs, des modes de pensée et d'action spécifiques. Ces manières de penser et d'interagir se révèlent adaptées à certains environnements, évoluent lorsque les conditions de vie changent et lorsque de nouvelles capacités émergent chez l'individu. Cette évolution reflète un élargissement de la conscience individuelle et collective et une capacité à appréhender plus de complexité. Vous pouvez voir dans cette spirale dynamique différentes couleurs et différents niveaux. Le beige, le violet, le rouge, le bleu, l'orange, le vert, puis le jaune et enfin le turquoise. Le beige, c'est à la base, ça correspond aussi à nos besoins vraiment tout à fait primaires. C'est cet instinct que l'on peut avoir, l'instinct de survie. Le violet, c'est tout ce qui va toucher après, la pensée magique, ce qui va être partagé. Là, on est centré sur le collectif, la pensée magique, les relations fusionnelles avec la famille, la tribu, la nature, et puis ainsi de suite. On retrouve après la puissance, l'ordre, la raison, le pluralisme. Ce sont les 6 premiers niveaux. En fait, c'est le premier cycle et vous voyez bien que ces 6 niveaux en fait s'opposent à chaque fois au niveau précédent. Après, nous rentrons dans un deuxième cycle de cette spirale qui consiste à prendre en compte et intégrer les stades du premier cycle comme des vérités partielles du monde. Mais nous arrivons à un niveau jaune, le niveau intégratif, puis à un niveau turquoise qui est le niveau holistique, où l'individu se perçoit comme un tout. Le monde est perçu comme un réseau d'entités interdépendantes formant un seul grand organisme. Au fil du temps, la conscience évolue. Cause suivante, c'est après parce que ces valeurs, les valeurs dont on parle, sont présentes et identifiées dans la plupart des organisations. Depuis près de 40 ans, les entreprises affirment leurs valeurs fédératrices. Là, vous avez par exemple les valeurs de l'entreprise DEF, qui propose des solutions de sécurité incendie. Après, je peux vous présenter les valeurs de Décathlon, Vita Passion, une place pour chacun, on te fait confiance. Toutes ces valeurs sont répétées en fait en boucle, sont affichées la plupart du temps aussi dans les bureaux, dans les magasins, ainsi de suite. Je vous propose une autre entreprise dans un autre domaine, Thales. Leur slogan principal pour fédérer en fait leurs différentes équipes, c'est coopérer pour réussir, avec comme valeur le partage, la solidarité, le leadership et l'entrepreneuriat. Tout ça, c'est très bien, effectivement, parce que lorsque les valeurs sont présentes, elles devraient résonner dans l'organisation. Cependant, si elles sont fortement présentes dans la plupart des entreprises, parfois elles ne résonnent pas comme des vecteurs de dynamique humaine. Présentées parfois avec une belle charte dans le hall d'entrée, les valeurs peuvent se transformer en dogmes, générant des blocages relationnels par manque de réelle appropriation des salariés. Et pour les faire vivre, nous retrouvons souvent des gardiens du temple avec un langage qui peut être stéréotypé. Et ça, je pense que vous les connaissez, des grandes messes régulières où les organisations parlent de leurs valeurs. Ça, c'est une première partie, mais il n'y a pas une efficacité ni une efficience qui sont liées en fait à ces valeurs qui en résultent. Parce que d'un autre côté, les valeurs peuvent être aussi réellement incarnées, avec un attachement réel, un attachement au réel et au fait. Un travail collectif et régulier sur les valeurs problématiques. Par exemple, si on imagine, je veux vraiment créer du collectif dans les différentes équipes, mais il y a des salaires variables individuels. Une construction collective d'un socle commun de valeurs afin de rassembler toutes les forces fédératrices pour déployer une stratégie ou pour mener un projet. Et puis surtout, une réelle incarnation. C'est-à-dire, les valeurs, pour les faire vivre dans une organisation, ce ne sont pas des incantations qui sont nécessaires, mais beaucoup plus une incarnation dans les différentes postures. C'est ce qui amène de l'exemplarité de la part du management et de la direction et beaucoup d'authenticité dans les relations humaines. Les valeurs ne se managent pas, elles s'incarnent, elles existent, vivent, se développent à travers leur mise en place, leur mise en pratique. Ce sont des véritables boussoles de nos décisions et de nos actions. Cependant, quel est l'avenir pour les valeurs d'entreprise? Si l'on en croit une étude qui a été réalisée en 2015 par Opinionway auprès d'un échantillon à peu près de 400 cadres dirigeants, on serait tenté de dire que celui-ci semble un peu compromis. En effet, cette étude met en évidence un véritable décrochage, à savoir que
Si plus de 9 groupes sur 10 affichent aujourd'hui des valeurs sur leur site web, 54% des dirigeants pensent que leur entreprise n'en a pas défini. Et parmi les salariés, la situation n'est guère meilleure. Ils sont de plus en plus nombreux à méconnaître les différentes valeurs de leur société quand celles-ci même ne suscitent pas du scepticisme ou de la défiance. Autre approche, autre cause, pourquoi nous parlons de valeur aujourd'hui, c'est principalement le terme résilience, qui a fait une entrée en force dans notre vocabulaire depuis le début de la crise sanitaire. Boris Cyrulnik définit la résilience comme une qualité intrinsèque de l'individu, qui lui permet de dépasser sa souffrance, d'apprendre de ses expériences douloureuses et de devenir plus fort. Par extension, la résilience organisationnelle se rapporte à la capacité de l'organisation à traverser les différentes épreuves, d'apprendre de l'expérience et d'en ressortir elle aussi plus forte. Qu'elle soit individuelle ou organisationnelle, la résilience dépend essentiellement de l'alignement du sens de notre travail avec nos valeurs, avec ce que nous sommes profondément et vivons dans notre environnement. En complément, ce terme bienveillance, on a beaucoup entendu le prends soin de toi durant les 2 dernières années. Et c'est cette idée où s'est développé ce qu'on a appelé le management bienveillant, qui cherche d'ailleurs à développer, à asseoir le bien-être et la confiance dans l'organisation. Consécutivement, cette dernière, l'organisation, en fait, améliore sa performance avec la diminution de l'absentéisme, des arrêts maladie, des burn-out, du turnover, etc. Cela est directement en lien avec le respect et l'alignement sur les valeurs communes. Enfin, dernière cause que je voudrais vous présenter, c'est la croissance de la complexité. Pour l'exposer, abordons la pyramide, ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. L'une des idées directrices de la pyramide de la complexité est de considérer que la nature est structurée de manière semblable à un langage écrit. Dans un langage, il y a des lettres qui forment des mots qui forment des phrases qui forment des paragraphes qui forment des chapitres qui forment des livres qui forment une bibliothèque, etc., etc. Avec la même idée, en ce qui concerne la nature, il y a des quarks qui forment des protons et des neutrons qui forment des électrons qui vont former des atomes qui vont former des molécules qui forment des cellules qui forment des organismes vivants qui vont former des écosystèmes. C'est-à-dire que l'on va vers une loi de la complexité de plus en plus grande. C'est ce qu'on appelle la loi de l'entropie, qui évolue suivant la flèche du temps. Toujours plus de complexité et donc associé aussi toujours plus de désordre potentiel. À l'inverse, comme toute force de la nature, il existe une contre-force. C'est ce qu'on appelle la loi de négantropie, qui consiste à réduire la complexité et à ramener de l'ordre. Dans le cadre de ce séminaire, il s'agit du management par les valeurs afin de créer les conditions du construire ensemble, une intelligence partagée du travail qui nous permet de nous confronter à la complexité par l'expérimentation. Deuxième partie de ce premier chapitre, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de culture et de valeurs? La culture est ce que nous sommes devenus. C'est le fruit de notre histoire qui se construit et se façonne dans la durée. Elle détermine qui nous sommes et qui nous aspirons à être dans le futur. Dans la littérature managériale, dans les années 1930, Chester Barnard, qui était cadre supérieur à la Bell Telephone Company, y fait référence. Il confère à l'entreprise une personnalité propre et fait de ses dirigeants les dépositaires de ses valeurs. Puis la notion a été un peu mise en sommeil pendant à peu près une cinquantaine d'années. Elle est revenue dans les années 80 en force, sous forme de, allez, les organisations se doivent de manager la culture de l'entreprise, ou plus modestement, manager avec la culture de l'entreprise ou de l'organisation. Les valeurs sont au cœur de la partie invisible de l'humain. Nous ne les voyons pas directement, mais elles résonnent en nous comme nos croyances. Étymologiquement, valeur vient du latin valor, dérivé de valere, être fort. Elle représente les qualités d'une personne qui la rend digne d'estime. Pour les organisations, comme je vous le disais précédemment, il ne suffit pas de faire une belle charte affichée sur tous les murs pour les faire vivre. Il est nécessaire que tous les salariés puissent construire en permanence un lien entre les valeurs partagées
en collectif les actions menées et les comportements. Les valeurs sont les principes selon lesquels nous prenons des décisions chaque jour. Elles donnent du sens à nos actions et représentent de réels vecteurs de performance. Les valeurs sont des principes d'action. Sens, respect, confiance, autonomie, reconnaissance, utilité sociale. Elles demandent pour cette mise en action ou cette mise en vie de ces différentes valeurs, d'une part de l'exemplarité de la gouvernance et du management, et d'autre part de l'authenticité dans les relations humaines. Elles créent les principales conditions du construire ensemble et sont très liées à la politique RSE, responsabilité sociale et économique, qui assure la convergence de l'énergie et de l'intelligence dans l'organisation. Comme exemple, je pourrais vous donner un exemple issu d'une entreprise, le Ritz-Carlton, sur lequel leurs valeurs sont résumées en une seule phrase. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Valeur essentielle en lien avec l'engagement au service des clients. Tous les salariés ont une vraie responsabilité dans la résolution des problèmes en disposant d'une somme de 2 000 € pour gérer une situation qui pourrait nuire à la satisfaction du client, qu'ils utilisent d'ailleurs très rarement car ils s'impliquent pleinement pour anticiper tout problème. Les valeurs ou les croyances sont le reflet de nos besoins. La satisfaction totale, partielle ou l'insatisfaction génèrent des émotions et des pensées qui impactent sur notre comportement. Valeurs et croyances sont souvent confondues et ne sont pas de même nature. Les valeurs concernent le bien et le mal, les croyances le vrai et le faux. Les valeurs donnent du sens, elles se déclinent en normes de comportement. C'est pour cela que les prises de décision sont beaucoup plus motrices lorsqu'elles sont basées sur des valeurs que sur des croyances. Comme les croyances, elles peuvent être positives ou négatives, dynamisantes ou limitantes. Les valeurs sont des leviers que le management peut actionner pour produire des performances, mais aussi en même temps, elles peuvent représenter des contraintes avec lesquelles il doit composer. Je vous parlais précédemment sur le collectif et peut-être une valeur égalité qui va s'opposer aussi à l'individualisation des salaires ou des primes. Quand on parle, quand, quand on parle de valeurs, donc de besoins, souvent, on associe cette approche à la pyramide de Maslow, avec deux sortes de besoins. Les fondamentaux, physiologique et sécurité, et ceux qui sont relatifs à notre croissance. Je vous propose un modèle un peu plus élaboré, et élaboré par Richard Barrett, qui l'a développé sur 7 niveaux de besoins, une double perspective. Une perspective individuelle et une perspective qui est collective. Les besoins satisfaits permettent de progresser et engendrent des niveaux de plus en plus profonds d'attention et d'engagement. Nous retrouvons d'une part les besoins fondamentaux, qui sont les 3 premiers niveaux, puis les besoins de croissance à partir du niveau 4, 5, 6 et 7. Une organisation dont le management se fait par les valeurs cherche à satisfaire les besoins fondamentaux des salariés, puis d'instaurer les conditions pour satisfaire leurs besoins de croissance. Dans cette progression, les équipes renforcent leur loyauté, leur engagement et leur capacité à innover, c'est-à-dire, tout simplement, ils renforcent leur performance propre. La performance est un concept complexe et multidimensionnel, avec une vision de plus en plus large pour l'organisation. Au-delà du résultat financier, au service des besoins des actionnaires, c'est, on pourrait dire, le niveau 1 de la pyramide de Barrett, la responsabilité de l'entreprise s'élargit de plus en plus, en intégrant maintenant l'ensemble des parties prenantes, les clients, les salariés, les syndicats, les associations, la société tout entière, la Terre, en fait l'ensemble de l'écosystème qui est autour d'elle. Elle représente aujourd'hui la performance, l'agrégation des performances économiques, sociales et environnementales, et concerne aussi bien les entreprises que toute organisation, autant les salariés que les citoyens. De quoi dépend la performance? Essentiellement de l'engagement des salariés, c'est-à-dire du niveau d'implication émotionnelle et intellectuelle dans la construction commune, notamment en développant un niveau élevé d'énergie que l'on pourrait appeler discrétionnaire, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà du contrat de travail.
euh, en développant ce niveau élevé d'énergie par rapport à ce qu'ils font, prêts aux efforts supplémentaires pour réaliser au mieux les missions et être des forces de proposition pour l'amélioration continue. Ils veulent que l'entreprise réussisse et se sentent fiers de partager cette réussite. Selon une enquête OBA Intraforce, 89% des salariés qui déclarent connaître les valeurs du collectif disent les partager. Et 72% de ceux qui sont fiers de leur organisation connaissent ces valeurs. D'après Daniel Pink, dans un livre intitulé La vérité sur ce qui nous motive, trois facteurs sont essentiels pour l'engagement des salariés. L'autonomie, la maîtrise de l'activité et la finalité. L'autonomie, c'est-à-dire la liberté de choisir comment, où et quand et avec qui nous travaillons. D'après des chercheurs de l'université Cornell, les entreprises qui donnent de l'autonomie aux salariés ont une croissance 4 fois supérieure et un turnover 3 fois moindre à celle des entreprises avec un management qui est contrôlant. Après, la maîtrise de l'activité, c'est-à-dire le désir d'être toujours meilleur dans ce qui est important pour nous. Et enfin, la finalité. Les salariés les plus motivés sont ceux qui associent leur désir à une cause qui les dépasse. Cependant, à noter aussi que selon une enquête Segos, une enquête qui date un peu de juin 2012, 37% des DRH reconnaissent agir contre leur éthique et leurs valeurs, quand 44% des cadres déclarent des difficultés à trouver une adéquation entre valeurs personnelles et obligations liées aux responsabilités. Pour conclure cette notion de performance, un proverbe sicilien nous dit Dal dire al fare c'è di mezzo il mare, c'est-à-dire entre le dire et le faire, un océan les sépare. Il ne suffit pas de parler de valeurs, il s'agit de les incarner réellement, car, et c'est un nouveau terme, l'entropie culturelle est une maladie des organisations. Qu'est-ce que l'entropie culturelle? Comme nous l'avons vu précédemment, l'entropie est un principe de la nature, une force permanente qui génère du désordre et de la complexité. Prenez un verre, tôt ou tard il tombera par terre, se brisera et engendrera un désordre supplémentaire. L'entropie culturelle est une mesure de la quantité d'énergie consommée pour faire des choses inutiles et peu productives. La quantité de conflits, de tensions, de frustrations, etc., etc. Essentiellement, ce sont des actions et comportements qui sont basés sur nos peurs. Lorsque les salariés sont angoissés et apeurés, parce qu'ils ont des besoins non satisfaits qui génèrent des comportements de contrôle, de manipulation, de compétition interne, de retrait, etc., l'entropie culturelle augmente et la performance diminue. Les salariés sont focalisés sur leurs propres besoins. Lorsque l'entropie culturelle est faible, il se focalise sur les besoins du collectif et des parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, la société. Dans le diagramme qui vous est présenté, c'est une étude sur la corrélation entre l'engagement et l'entropie culturelle qui a été faite auprès de 163 organisations en Australie et en Nouvelle-Zélande. Plus l'entropie culturelle est importante et plus l'engagement, bien évidemment, diminue. En outre, dans les organisations, ce qu'on appelle les good to great, qui se focalisent sur les besoins des salariés par rapport aux parties prenantes, elles sont nettement plus performantes et plus résilientes que les autres organisations. Le rendement moyen annualisé de la capitalisation boursière des 40 entreprises aux États-Unis, où il fait bon vivre et travailler, est 2,5 fois supérieur à la moyenne des entreprises. Leurs caractéristiques principales, un leadership qui est basé sur l'humilité personnelle, une volonté professionnelle forte, une capacité à savoir s'entourer et se parler avec authenticité, une foi inébranlable en les capacités à surmonter les difficultés, à affronter la réalité, l'envie de faire mieux que les autres, un engagement assumé et une réelle incarnation sur les valeurs fondamentales. Ce n'est pas une révolution, mais cette incarnation se fait à travers un processus que nous allons voir un petit peu plus loin, incrémental d'amélioration et d'ajustement en continu. Je vous propose pour conclure cette première partie une équation de la performance. La performance, c'est l'engagement par les compétences sur l'entropie culturelle. La formation, le tutorat, la délégation sont des moyens relativement faciles à mettre en œuvre pour élever les compétences. Par contre, pour faire croître l'engagement et diminuer l'entropie culturelle, c'est quand même un petit peu moins simple, car nous touchons essentiellement au facteur humain.
Un rapport de 2012 d'un groupe qui s'appelait Engage to Success a identifié 4 leviers pour développer l'engagement des salariés. Du leadership visible, responsabilisant, cohérent et visionnaire. Des managers engagés qui veillent et mettent en place les conditions de développement de chaque collaborateur, ce qui nous renvoie aux besoins de croissance pour chaque collaborateur. La liberté de parole et l'intégrité de l'organisation entre ce qui est dit et ce qui est fait. Quant à l'entropie culturelle, nous en revenons à la satisfaction de nos besoins, source essentielle de notre motivation. D'une part, prendre soin des besoins fondamentaux et d'autre part, co-créer les conditions de satisfaction des besoins de croissance. La satisfaction de nos besoins détermine en fait le niveau de conscience depuis lequel nous agissons. Vous vous souvenez de la, c'est la double pyramide qui vous est présentée sur le schéma de gauche. L'idée est de faire monter en fait le niveau de conscience à laquelle nous agissons, à laquelle nous nous mettons en relation avec les autres. Et donc, plus nous sommes réellement alignés sur les valeurs collectives et sur la mission, et plus l'entropie culturelle va être faible. Et donc, bien évidemment, plus la performance va augmenter. Deuxième partie de ce webinaire directement lié au management par les valeurs et notamment par une approche qui est multidimensionnelle. C'est-à-dire faire en sorte que la personnalité réelle de l'entreprise, son quotidien, ses pratiques, soit le cadre commun, connu et accepté par chaque salarié, soit une source permanente d'inspiration, de cohésion et d'orientation de l'action, une force à même de faire converger l'ensemble de l'énergie et l'ensemble de l'intelligence chez les collaborateurs. Ce qui n'est pas forcément simple, car de nombreuses organisations affichent, comme nous en parlions précédemment, des valeurs sans valeur. Par exemple, l'excellence, le respect, la responsabilité, la satisfaction client, qui ne correspondent pas aux vraies valeurs formant l'ADN de l'entreprise, au risque de perdre son âme, surtout sa puissance et sa cohésion. Elles font semblant de manager avec les valeurs, mais sont beaucoup plus axées sur la lettre que sur l'esprit des valeurs. Le management se fait par les règles, par des dogmes et par des habitudes. L'idée est de passer du management par les règles au management par les valeurs. En effet, les règles et procédures sont créées et déployées à un moment donné, mais peuvent devenir aussi un réel frein pour traiter les problèmes nouveaux ou générer de l'innovation. De plus, elles ont tendance à cloisonner l'organisation parce que chaque corps de métier a ses propres règles. Elles limitent l'autonomie, elles limitent l'initiative. Le management par les valeurs amène l'ensemble de l'organisation à s'aligner sur des valeurs communes tant un alignement tant individuel que collectif. Il agit sur les comportements, sur les relations, sur le fonctionnement, sur l'organisation, sur l'évaluation, sur les récompenses, afin d'assurer en continu la plus grande cohérence entre le corps social, la culture de l'entreprise et chaque collaborateur, chaque salarié de l'entreprise, entre ce qui est pensé, fait et dit et ce qui est ressenti. Le management par les valeurs est particulièrement travaillé dans un modèle qui a été développé par Richard Barrett et notamment par rapport au Barrett Value Center, avec l'idée que pour construire et pérenniser une organisation inspirée par les valeurs, il est nécessaire d'initier et de conduire le changement en tant que processus continu et non pas comme un projet ponctuel. Tout d'abord, le changement est initié à partir de mesures fréquentes, des indicateurs clés de performance et en réalisant des ajustements en fonction des résultats. Après, la perspective est d'aligner tant la personne que le collectif sur une même ligne, sur une même orientation, afin de renforcer la cohérence du système dans son environnement. Alignement sur 4 niveaux, alignement personnel, c'est-à-dire que c'est un alignement entre les valeurs et les croyances individuelles et les actions et le comportement principalement des managers et des dirigeants. Un alignement de la mission, un alignement entre la finalité du travail qui est ressenti par le salarié et le rôle qui est réellement exercé. Un alignement structurel entre les valeurs et les croyances établies dans l'organisation et les comportements de l'organisation vis-à-vis du corps social.
Et enfin, un alignement des valeurs proprement dites, c'est-à-dire c'est un alignement entre les valeurs individuelles et les valeurs vécues dans l'organisation, notamment pour ancrer les sentiments d'autonomie, d'égalité, de responsabilité, d'équité, d'ouverture, de transparence et de confiance. Des changements culturels qui augmentent l'engagement des salariés, qui vont réduire l'entropie culturelle et donc qui va améliorer globalement la performance de l'organisation. Le temps est un peu court pour entrer dans tous les détails d'une intervention de ce type et rentrer dans tous les détails du processus, mais euh, voyons simplement les grandes lignes. Bien évidemment, nous restons à votre disposition si vous voulez aller plus loin. Le premier point, c'est il faut réellement que le management et que la direction aient un engagement qui soit clair vers la transformation, c'est-à-dire une acceptation du changement et donc de la remise en question. Le deuxième point, c'est cette mesure initiale, c'est-à-dire constituer un tableau de bord avec des indicateurs de rendement, la productivité, l'efficience, la qualité de l'organisation, de résultats, de causalité aussi, c'est-à-dire c'est mesurer aussi cette entropie culturelle. Le suivi se fait assez souvent et est assez souvent effectué par ce qu'on appelle des groupes d'échange. Après, la troisième étape, c'est de revoir aussi la vision et la mission. C'est la révision de la perspective. Il y a plusieurs méthodes qui existent. Une est assez connue qui s'appelle les quatre pourquoi, c'est-à-dire c'est la vision et la mission qui sont définies en fonction de la motivation interne et de la motivation externe. Nous retrouvons aussi, d'une part, la réalisation de l'organisation et son impact sur la société, et d'autre part, le développement de l'organisation et son impact sur ses clients. Quatrième étape, le travail sur les valeurs et les comportements. Clarifier ce que signifie chaque valeur de l'organisation et fournir une méthode d'évaluation de la performance des managers en mesurant le niveau d'incarnation des valeurs. C'est ce que vous avez vu notamment sur le tableau qui a été présenté tout à fait au départ pour Thales. Les raisons du changement. Il va être nécessaire aussi d'informer l'ensemble de l'organisation, communiquer et expliquer pourquoi nous avons à changer, pourquoi il y a un réalignement à faire. Et après, dérouler en fait les quatre étapes, alignement personnel sur les équipes dirigeantes, le management, puis l'ensemble des salariés, l'alignement structurel, l'idée est de reconfigurer les structures, les politiques, les procédures et les systèmes de récompense de l'organisation. Alignement des valeurs à tous les niveaux de l'entreprise, c'est la traduction en termes de comportement, qui peuvent se faire d'ailleurs sous forme d'ateliers. Et enfin, alignement de la mission, s'assurer que chaque salarié ait la même compréhension de la mission et de la vision de l'organisation. Sous une autre forme, vous le voyez, en fait, toute la dynamique qui est à mettre en œuvre avec une mesure de la performance qui se fait en continu, puis une deuxième étape, révision de la vision et de la mission, de valeurs et comportements, puis communiquer les raisons du changement, après les quatre niveaux d'alignement, et on repart vers cette mesure de la performance en continu. Les principaux outils qui sont proposés par Richard Barrett, en fait, permettent de rendre visible l'invisible. C'est une mesure et une cartographie de ce qu'on pourrait appeler l'intangible, c'est-à-dire les causes profondes qui favorisent ou empêchent la performance d'une organisation. Elle se focalise sur les valeurs, facteurs de motivation en lien étroit avec nos besoins. Les diagnostics se réalisent sous forme de choix d'une dizaine de mots sur une liste d'une centaine de concepts. Chaque concept est associé à un niveau de conscience. Cela permet en fait de faire apparaître les différentiels et les qualifier précisément. Vous voyez dans le graphe qui vous est présenté, donc il y a trois niveaux, les valeurs personnelles, les valeurs de la culture actuelle et les valeurs de la culture désirée. Manager par les valeurs touche au plus profond de l'humain chez les salariés. C'est pour cela que je vous propose en troisième partie un thème en complément et là qui est un peu plus individuel, qui s'intitule La complétude et la recherche de sa propre cohérence. Là aussi, c'est une propre cohérence par rapport à ses valeurs, par rapport aux valeurs qui résonnent autour de nous. Comment assurer cette profonde cohérence afin d'être
beaucoup plus efficient par rapport à notre énergie, beaucoup plus cohérent par rapport à ce que l'on fait et se sentir utile. Complétude et cohérence. L'ère industrielle s'est intéressée principalement à la qualité des produits, en apportant des changements dans la qualité, la productivité, l'efficacité des process. Les maîtres mots étaient Six Sigma, le collectif, le marketing. Une ère un peu après, l'ère de l'information s'est focalisée sur le capital intellectuel, engendrant des transformations dans les domaines des connaissances, de la formation, de la responsabilisation. L'enjeu portait sur le développement personnel et la satisfaction du client. L'ère de la conscience, qui s'ouvre actuellement, se concentre sur le capital culturel et vise à l'évolution et à la cohérence sur les valeurs, l'éthique, la responsabilité sociale, en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, notamment en collaboration étroite avec les clients. Les organisations ne se transforment pas d'elles-mêmes, ce sont les personnes qui se transforment. L'ère de la conscience nous ouvre une nouvelle forme d'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire c'est notre esprit profond qui est attaché à ces valeurs. Aborder le sujet de l'intelligence spirituelle au pays de Descartes peut sembler une gageure. En effet, depuis le siècle des Lumières, la croyance en un monde rationnel, ordonné et compréhensible, exigeant de l'homme un savoir organisé, basé sur la raison, est devenue dominante, voire exclusive. Seule la déduction, à base d'un raisonnement rationnel, doit être prise en compte pour résoudre un problème ou justifier une décision. Dans notre monde d'avant, nous étions confrontés à des situations compliquées qui pouvaient se décomposer par analyse en de multiples sous-situations, traitées individuellement, puis recomposées comme un tout résolu à travers la synthèse. Notre volonté d'ailleurs de toute puissance, contrôle et domination de la nature et des hommes trouvait là son aboutissement. Cependant, en 2020, un modeste brin d'ADN enfermé dans une capsule de 0,1 micromètre est venu nous rappeler à notre humilité. En quelques semaines, l'ensemble de l'activité humaine, l'économie, la culture, le sport s'est arrêté. Et notre capacité rationnelle à traiter les problèmes compliqués ne nous a pas permis jusqu'à présent de revenir à notre état initial. De compliqué, le problème est devenu complexe, entraînant par interaction de ces éléments des changements permanents de la totalité du système. Notre approche intellectuelle et déductive n'est plus opérante, car notre capacité à traiter toute l'information disponible de manière instantanée et permanente est limitée. Le monde est simplement devenu trop complexe, trop mouvant pour notre unique raison raisonnante. Nous découvrons le principe de rationalité limitée. Nous pouvons faire de notre mieux, mais sans être sûrs que cela soit la bonne et unique façon de faire. Aussi, il nous semble temps de nous mettre en chemin afin d'aborder de nouvelles capacités, sans tabou ni angélisme, permettant de gérer au mieux l'ambiguïté des relations interindividuelles et la complexité du monde environnant. C'est ce que j'appelle la quête de notre complétude. En complément, nous pourrions évoquer sur un plan sociétal plusieurs raisons pour l'émergence de ce concept dans notre réalité. La course infinie à la productivité, au rendement, au court-termiste, contribue largement à l'aliénation des salariés. La spiritualité peut engendrer une réponse d'équilibre à cette situation, notamment dans sa composante de relations saines entre le salarié et son organisation. L'efficience du modèle matérialiste est largement remise en cause et sa durabilité n'est plus à démontrer, elle n'existe pas. Les nouvelles générations présentent une forte aspiration à vivre le présent, dans un équilibre travaillé entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le phénomène de solitude dans nos sociétés tend à s'accroître. L'entreprise devient le lieu de la communauté. L'expansion aussi des philosophies orientales qui mettent en avant l'importance de la dimension spirituelle à travers la loyauté, l'acceptation de soi et de l'autre, la cohérence de l'être avec son environnement. Descartes avait raison en son temps, mais aujourd'hui la nécessité d'être intuitif, de promouvoir l'innovation, de travailler ensemble, d'être engagé totalement dans une vision partagée, nous amène à reconsidérer nos fondamentaux.
La perspective est de mettre en place et faire vivre les conditions pour que chaque salarié de l'organisation puisse évoluer sur ses niveaux de conscience. Sur le schéma qui vous est présenté, les 7 niveaux de conscience de Barrett, les 7 niveaux de conscience peuvent être répartis ou scindés en 3 parties. La partie la plus basse sont les 3 premiers niveaux, c'est ce qu'on appelle l'esprit socialisé. Ce sont des esprits plutôt un esprit qui est plutôt dépendant, qui cherche à être en sécurité, accepté, qui cherche à être aimé, à être nourri, reconnu, valorisé pour ses compétences et ses talents. Ils préfèrent pour la plupart la stabilité et le status quo. Les niveaux 4 et 5, c'est ce que nous appelons les esprits autoconstruits, des esprits indépendants, à la recherche de la liberté, de l'autonomie et un sens à la vie. Ils sont ouverts au changement et à ses opportunités. Et enfin, les 2 plus hauts niveaux, les 6 et 7, des esprits autotransformants, esprits interdépendants, qui cherchent à collaborer pour faire la différence et être au service des autres et de la planète. Le changement fait partie du flux naturel de la vie. C'est à ce stade que nous développons notre niveau spirituel. 2 écoles de pensée existent autour de la relation spiritualité-performance organisationnelle. La première pose la spiritualité et la performance comme 2 principes incompatibles. Antipositiviste, antimatérialiste, en opposition directe de l'esprit à la matière, la spiritualité ne peut influer sur la performance économique des entreprises. Et puis la deuxième affirme qu'elle peut être un facteur clé des performances de l'organisation, un avantage compétitif, durable, voire décisif, une fin en soi des organisations et donc un outil de performance. 3 perspectives se dégagent. Une première, philosophique. L'individu n'est plus considéré par l'organisation comme un ensemble de compétences et d'expériences à exploiter, mais beaucoup plus comme un potentiel à développer. Doué de son être, de son esprit, de ses émotions, de ses croyances, il représente un être à part entière qui nourrit et se nourrit par le travail, ce qui favorise sa créativité, son estime de soi et sa performance. Deuxième perspective, interpersonnelle. La spiritualité procure aux salariés le sens de l'interconnexion et de la communauté. Confiance, loyauté, attachement amènent le salarié à beaucoup plus d'empathie et de compréhension vis-à-vis de son travail et des autres. Et enfin, une perspective ressources humaines. Elle favorise grandement le bien-être au travail, le bien-être personnel, physique, moral, et donc entraîne une plus forte implication, un engagement social et une auto-efficacité. Quelle signification pour la spiritualité dans le monde du travail? Ce concept, pourtant étudié depuis une vingtaine d'années par des chercheurs en sciences sociales, humaines et même de gestion, ne se laisse pas facilement définir. D'abord parce qu'il est souvent confondu avec celui de religiosité, puis pour la charge émotionnelle qu'il véhicule. La religion est une organisation collective qui a pour base des vérités dogmatiques et des pratiques ritualisées. Elle nous propose une lecture subjective du monde, elle est basée sur la croyance, la foi et la communauté. La spiritualité transcende la religion et l'englobe. C'est une pratique qui est individuelle, de recherche du sens de notre existence. Elle se développe à partir de l'expérience personnelle sur 5 dimensions. L'intériorité, la connaissance de soi, le dépassement de soi, la transcendance et la sagesse. Elle est avant tout vécue et réfléchie. Qu'est-ce qu'un leadership spirituel? Le leader spirituel, c'est quelqu'un qui aborde les situations avec une attitude de hauteur et de discernement, dans une posture d'ouverture et d'acceptation de la diversité. Il cherche à comprendre plutôt qu'à juger, éclairer plutôt que faire par lui-même. Il pratique une approche qui est systémique, promeut le développement personnel, les décisions partagées, l'inspiration de la confiance, l'art de l'écoute et la pratique des feedbacks constructifs. Il sait que le monde a un sens et dans cette perspective, il aligne son comportement sur l'authenticité, sur l'équilibre et la justice. En fait, il œuvre simplement pour un monde meilleur. Qu'est-ce que cela apporte en termes de performance? Tout d'abord, c'est exprimé dans notre monde du travail, ce que nous sommes vraiment. Un ensemble de questions tendues vers le sens, vers la signification de notre passage sur Terre. Ensuite, la reconsidération du concept de travail. Ce n'est plus dans une perspective instrumentale que nous nous inscrivons dans cet environnement, mais dans le sens transcendant nos intérêts individuels, où le travail nous permet de nourrir notre vie intérieure dans un contexte d'unité. Il nous enrichit et nous élève dans notre vie, en nous faisant nous sentir utiles à la communauté.
D'autre part, ce sentiment d'appartenir à un tout nous permet de nous sentir exister socialement. Lorsque nous déployons notre énergie, notre intelligence à plus grand que nous, non seulement le sens de nos efforts est beaucoup plus apparent, mais de plus nous interagissons avec efficacité avec les autres. Le développement spirituel et la connexion avec les autres sont intimement liés. Enfin, l'authenticité, le fait de faire avec tout ce qu'on est, le corps, le cerveau, mais l'esprit aussi. Vivre une vie intégrée sans laisser à l'extérieur une partie de nous-mêmes. Exprimer tout ce que nous sommes pleinement, tout cela nous permet de trouver du sens à nos actions, de la cohérence dans nos décisions et une harmonie intérieure pour poursuivre sereinement notre chemin de vie. Pour conclure, le spirituel ne relève pas du savoir, mais de l'expérience personnelle que nous faisons de notre propre existence. Utiliser l'intelligence spirituelle est simplement réaliser le fait de se faire confiance pleinement, pour faire confiance aux autres, et ainsi permettre l'évolution des consciences. Comment cela peut se traduire concrètement? Allez, quelques points de repère pour conclure. Considérer le travail comme un tremplin de son évolution, un vecteur permanent d'évolution de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Ne plus travailler pour son intérêt personnel, mais rechercher en permanence l'intérêt du collectif. S'aligner sur sa mission et la vivre pleinement, ou pas du tout. Soutenir les autres pour leur développement personnel et leur accomplissement par le travail, voire haut et large, afin de ne pas se limiter à ses peurs et à ses habitudes. S'écouter dans ses intuitions et ses aspirations, et puis être vigilant à son hygiène de vie, à son intériorité. Le management par les valeurs mène ainsi à une conquête de sa propre liberté pour chaque salarié qui progresse sur ce niveau de conscience, avec le développement d'une cohérence profonde entre l'être et le faire. L'engagement devient naturel et porte sens. C'est la clé de la performance durable. Cela consiste, et j'en resterai là, simplement à se répéter chaque matin. Maintenant est un bon moment pour être vivant, pleinement. Merci beaucoup pour votre attention et nous arrivons au moment des questions. Bonjour à tous. Des interrogations de la part de François qui demande dans un premier temps, pourrais-tu donner des exercices simples permettant de réfléchir et de définir des valeurs, individus, organisation, mais vraiment pointer sur des exercices simples. Oui, oui, j'aborderai la première étape qui est à faire, c'est beaucoup plus faire émerger les valeurs individuelles d'un groupe humain et pour voir quelles peuvent être en fait les valeurs communes dans ce groupe. Et après, à partir de là, c'est une sorte de groupe de parole. Après, c'est savoir traduire et de manière cohérente et partagée par tous en termes de comportement. C'est-à-dire qu'à partir de la valeur, qui est une sorte de racine, c'est définir en fait le tronc, les branches, puis les feuilles. C'est-à-dire que comment rendre visible le fait que nous allons respecter ou pas ces différentes valeurs. Je vous conseille en première étape un peu euh, style groupe de parole. Le fait simplement déjà de libérer cette parole, que chacun puisse s'exprimer. Après, en deuxième étape, c'est pouvoir faire une projection sur le collectif, c'est-à-dire qu'au-delà des valeurs qui m'appartiennent et qui résonnent en moi, c'est quelles sont les valeurs que je voudrais mettre en action avec les autres dans le collectif, afin de définir en fait ce corpus de valeurs prêt à être partagé par l'ensemble. Par contre, ne restez jamais uniquement aux valeurs, la traduction en termes de comportement est indispensable puisque la valeur reste aussi, souvent c'est un terme qui est interprété suivant les registres de chacun. Parce que François, qui te pose cette question, avait entendu parler d'un outil qui consistait à se souvenir de certains faits marquants par tranche d'âge, 0-3 ans, 3-6 ans, etc., et d'en dégager des valeurs personnelles. Il ne se souvient plus trop du nom de cet exercice. Il te demande si ça te dit quelque chose parce qu'il aurait souhaité disposer d'un outil pour sensibiliser son équipe de direction.
Oui, bon, il y a des. Enfin, là, ça me, euh, je l'interprète aussi comme une approche qui est presque psychanalytique. Aller voir dans son passé quelles sont les valeurs que nous avons pu faire grandir en nous. Ça me fait penser un peu aussi à ces messages contraignants que l'on retrouve dans l'analyse transactionnelle. Il existe des approches, je dirais, pour un groupe de direction. Il peut y avoir des approches assez soft, donc ce sont des groupes de parole. On peut repartir sur des sortes de rétrospectives aussi, c'est-à-dire que c'est définir l'organisation idéale pour nous et quelles sont les valeurs qui nous sont nécessaires, établir une charte de valeurs. Il peut y avoir aussi, et il en existe de multiples, des questionnaires. L'approche qui est faite par le Barrett Value Center, c'est exactement ça. C'est une approche par questionnaire, c'est-à-dire que choisir en fait 10 concepts sur une liste de 100 qui définissent le mieux mes valeurs, ou celles que je crois vivre dans mon organisation, ou celles que je désire pour mon organisation. Non pas une question, mais un commentaire de François, toujours, qui dit que l'intelligence spirituelle est quelque chose qui lui parle beaucoup, mais la réalité de la maturité de nos organisations laisse perplexe. De son point de vue, il faudrait même inverser la pyramide de Maslow et distinguer plus finement besoins et valeurs. Oui, c'est pour ça que nous avons beaucoup de travail par rapport à des sociétés comme les nôtres, puisque nous intervenons sur ces thèmes. Maintenant, ce n'est pas parce que le mur est haut qu'il ne faut pas instaurer cette dynamique. Le plus difficile, c'est toujours le premier pas. Une fois qu'on a fait le premier pas, on fait le deuxième pas, puis le troisième, puis le quatrième. Comme tout changement, c'est un changement qui est incrémental. Et je suis intimement persuadé que ce que nous vivons actuellement va encore plus favoriser cette approche vers le leadership spirituel, qui est beaucoup plus développé d'ailleurs dans les pays anglo-saxons actuellement. Mais je peux vous assurer que ça arrive en Europe et notamment en France. Autre remarque de François qui dit que tu distingues religion et Oui. spiritualité, et qu'il est plutôt d'accord avec toi, et dans le même temps, il entend une projection un peu bouddhique dans ton approche, non? Une projection Bouddhiste. ludique, Bouddhique. bouddhique. Ah, oui, j'avais prévu, si j'avais eu le temps, j'aurais peut-être développé un peu ce point, mais effectivement, enfin, l'on voit de plus en plus et nous avons toute une partie de notre activité qui est consacrée à ce qu'on appelle le management responsable, dans lequel nous retrouvons un certain nombre d'activités comme la méditation, comme la pleine conscience, qui sont des approches orientales et qui aujourd'hui ont un impact qui est très conséquent sur nos sociétés latines, amenant bien-être, amenant de la relaxation, amenant beaucoup plus de cohérence dans ce que l'on fait et une recherche de cette cohérence. Oui, oui, je vous rejoins, François. Pas d'autres commentaires, pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. C'était notre dernier webinaire de l'année et on l'a voulu sur ce thème aussi écoutez, pour que ça fasse du bien. Les 2 années que nous venons de vivre n'étaient pas forcément faciles. Et je trouve que de temps en temps, de revoir un petit peu de lumière et s'inscrire dedans et se mettre en marche pour améliorer le monde, ça fait du bien. Notre prochain webinaire aura lieu le 21 janvier 2022 à 11 heures et devrait être intitulé Tension dans les équipes, 6 clés pour fidéliser vos talents. Bonne journée, bonne fin d'après-midi et de très belles fêtes de fin d'année.